au revoir avec Madame Aude Leca, qui est juriste de la FHP, le cadre juridique existant. Je vous laisse. Merci, docteur. Donc, en fait, sur le cadre juridique existant, j'ai essayé de comparer en fait, les prérogatives des différentes CME, donc commission médicale pour le public et le privé non lucratif et conférence médicale pour le privé, afin de voir un petit peu ce qu'il y avait comme différence et voir si, puisque je sais que le docteur Blondet souhaiterait inscrire un certain nombre de choses dans la loi, et voir finalement si ça fonctionne mieux avec toutes ces choses inscrites dans la loi ou pas. Alors non, je me suis trompée de bouton. C'est bon. Donc sur la composition d'abord, tous les praticiens d'un établissement privé forment de plein droit la conférence médicale d'établissement. Donc alors on dit souvent qu'il y a une association de fait. Moi ça me gêne un peu parce qu'une association, il y a quand même une volonté commune. Là on est sur quelque chose qui existe en fait, donc peut-être un groupement de faits plutôt. Ensuite, la CME, dans le privé non lucratif, elle est élue par les praticiens et dans le public, elle est composée de représentants, alors la plupart élus et certains de droit, et qui représentent des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Donc la question, par exemple, pour les CME du privé, c'est de savoir qui on invite au CME, puisque là, on voit bien que la composition est bien plus large sur les établissements publics. Et on a la possibilité d'inviter des personnes, donc les sages-femmes, le pharmacien d'établissement. Donc je ne sais pas si dans vos établissements, par exemple, est-ce que la commission médicale est élargie, la conférence médicale est élargie à d'autres professionnels que les médecins ou pas. Donc ensuite, on a le rôle de la conférence et de la commission pour les établissements privés non lucratifs, sont exactement le même. Le premier, c'est veiller à l'indépendance des praticiens. Donc on pose souvent la question du financement. Pour moi, c'est difficile d'être financé par l'établissement directement puisque vous avez pour premier rôle de veiller à l'indépendance des praticiens. Alors après, ça se discute sur certaines missions, prérogatives, etc. On verra ça plus tard. On participe à l'évaluation des soins. On donne un avis sur la politique médicale de l'établissement et l'élaboration de ses prévisions annuelles d'activité. Là-dessus, on avait la question hier de est-ce que la CME est informée en cas de recrutement par un établissement ? Moi, je considère que c'est une bonne pratique managériale d'informer la CME puisqu'elle donne son avis sur la politique médicale d'établissement. Donc, si on recrute des praticiens sans informer la CME, comment elle donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ? Elle contribue à la définition de la politique médicale, à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, à l'élaboration de la politique d'accueil et de prise en charge des usagers. Donc, tout ça, vous le savez parfaitement. Sur le public, alors, on élabore la stratégie médicale de l'établissement et son projet médical en lien avec le projet médical du groupement. Et donc là, on a la différence majeure par rapport aux conférences médicales d'établissement du privé, puisque dans les conférences médicales du privé, on donne un avis sur le projet médical, alors que là, on participe à l'élaboration. Donc ensuite, il y a différents rôles qui sont donnés à la CME que je considère comme des rôles actifs, puisqu'il y a une contribution ou une proposition. Donc ça concerne la politique d'amélioration continue de la qualité, les projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers et programmes d'action prenant en compte les bilans d'analyse des événements indésirables et rapports annuels présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi. Donc sur tout ça, vous le savez parfaitement, vous participez à toutes les commissions diverses et variées, CLIN, CLUD, etc. Donc la question, là encore, sur le fonctionnement de la commission médicale, c'est qui y participe, donc comment ça se passe, qui est désigné, qui est élu pour participer à ces commissions. En général, c'est souvent qui veut le faire, moi je veux bien, il n'y a personne. Voilà. Donc ça, on le verra aussi ensuite. Sur le fonctionnement en fait, de la CME, puisqu'on voit bien que jusqu'à maintenant, les textes ne définissent pas du tout l'organisation interne. Moi, je considère que c'est plutôt une chance, parce que sinon, on est figé dans des organisations avec des obligations. Or là, vous avez la possibilité de définir vos propres règles en fait, de fonctionnement et donc de structurer votre CME. Donc sur la commission médicale du public, alors, on pourra envoyer le PowerPoint si vous voulez. Donc, parce que il y a toute une liste de choses, puisque la structuration des établissements publics de santé n'est pas la même que chez nous et un peu plus lourde en termes de fonctionnement.
donc toute une liste de propositions qui sont faites par la commission médicale au directoire. Je vais passer rapidement, ça on vous l'enverra. Je pense que le plus important, c'est qu'on aille sur la discussion ensuite. Et donc le directoire, son rôle, c'est d'approuver le projet médical, de préparer le projet d'établissement et de conseiller le directeur. Donc là, on peut avoir l'impression que la commission médicale des établissements publics a des prérogatives bien plus larges, puisqu'elle a toute une liste de propositions qu'elle peut faire au directoire. Néanmoins, le directoire n'est jamais qu'un organe consultatif. Ce n'est pas l'organe décisionnel de l'établissement public de santé. Et ensuite, il y a un seul article qui concerne les CME des établissements privés non lucratifs et il leur confie qu'un rôle consultatif qui est assez étendu puisqu'il concerne l'ensemble du projet institutionnel de l'établissement. Donc la conférence médicale a ensuite un rôle de consultation donc, sur la politique médicale, exercice d'une mission de service public. Donc ça, on voit bien que les textes ne sont pas tellement à jour puisque ça n'existe plus depuis HPST, la possibilité d'exercer une mission de service public pour les établissements privés. Le règlement intérieur de l'établissement, les prévisions annuelles d'activité. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pour la commission médicale des établissements privés non lucratifs, donc elle se prononce sur le projet institutionnel, donc qui est un équivalent du projet d'établissement pour nous. Sur le public, alors, il y a toute une liste encore très, très longue de consultations de la commission médicale. Bon, je ne vais peut-être pas y revenir. Je pense que vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Et ensuite, il y a toute une partie information. Donc, dans la loi, on n'a qu'une information sur les bilans d'analyse des événements indésirables et la programmation des travaux, aménagement des locaux, acquisition d'équipements. Et dans le public, alors on a les contrats de pôle en plus, le projet de soins infirmiers et aussi les travaux. Alors, une petite synthèse rapide. Donc, en fait, on a une consultation qui est plus large au sein des établissements de santé publique. Alors, si on fait des plus et des moins, le moins, pour moi, c'est la représentation indirecte. Souvent, les CME ont une dimension qui est quand même très, très politique et donc un peu éloignée du terrain. Et on a les plus, c'est des consultations obligatoires plus larges, l'élaboration du projet médical, et on a l'impression d'initiatives un peu plus importantes qui sont données à la CME. Sur la conférence médicale, on a une absence de définition du fonctionnement de la conférence médicale. Le plus, c'est une représentation directe, vous êtes tous membres et vous pouvez vous exprimer dans ce cadre-là. Et le moins, alors c'est une question, est-ce que du coup le poids de la CME dans l'établissement est moins important du fait de ces prérogatives qui sont données ou pas par les textes ? Alors oui, j'ai juste ajouté que, en fait, dans un établissement privé, les directions, elles changent. Mais les médecins, ils restent. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. C'est que vous êtes là pour longtemps et donc il y a quand même un intérêt à faire fonctionner cette CME, peu importe la direction que vous allez avoir en face de vous, qui va forcément changer au fil du temps. Donc si on se pose la question de savoir si c'est mieux dans le public, compte tenu des prérogatives plus importantes, on peut se rapporter au rapport Clarisse. Donc, je vous lis juste la petite citation. La commission médicale d'établissement peine souvent à mobiliser les praticiens et à donner de la lisibilité à ses actions. Pour donner plus de poids aux membres de la CME et en revaloriser la place dans la gouvernance, la mission propose de renforcer son rôle dans l'élaboration du projet médical. Pourtant, les textes n'ont pas changé. Donc, le rôle de la commission médicale dans le public, c'était déjà l'élaboration du projet médical. Mais on a encore besoin de renforcer le rôle. Donc, la question, c'est est-ce que finalement, ce qui est défini par les textes suffit à impliquer les praticiens dans le fonctionnement de l'établissement ? Et est-ce que parce qu'on a des prérogatives plus importantes données par les textes, on va pouvoir avoir des moyens d'action plus importants ? Donc, comment améliorer le fonctionnement de nos CME ? Donc, plusieurs pistes. Donc, la première des remarques, c'est que les règles ne modifient pas les comportements. Donc, on peut se mettre des règles et des obligations. Pour autant, si les gens n'ont pas envie de s'impliquer, ils ne s'impliqueront pas. Alors, je pense qu'il y a un élément qui est important et qui n'est peut-être pas assez fait de la part des directions d'établissement. Je pense qu'il y a aussi un intérêt à former les médecins à l'environnement concurrentiel, au fonctionnement du système de santé, aux coopérations qui existent. On voyait hier sur la certification, par exemple, la question, est-ce que la CME est consultée sur toutes les coopérations, etc., et la mise en place de liens avec la ville ? Alors, dans le cadre des autorisations sanitaires, on a une liste qui s'est allongée avec la réforme de coopérations qui sont indispensables. Donc, toutes celles-là, elles vont rentrer dans l'évaluation de la certification. Et elles existent. Donc après, est-ce qu'on va plus loin avec les dispositifs territoriaux et avec la CME ? On avait aussi la question hier de savoir,
Est-ce que c'est aux établissements de s'intégrer dans les CPTS? Nous, la position, c'est que l'objet CPTS, c'est un objet de professionnel de santé. Donc l'idée, c'est pas du tout d'investir ces dispositifs, mais de les investir par nos médecins, en fait, donc par les CME. Donc pour ça, il faut que la CME, il me semble, soit structurée. Par exemple, aujourd'hui, il faut définir comment on élit son président, comment on élit son bureau. Est-ce qu'on fait des collèges de spécialistes ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, souvent, j'ai des établissements qui m'appellent. Voilà, j'ai pas de président à ma CME, comment je fais? Vous avez un règlement intérieur? Vous avez quelque chose? Non? Ah, bon. Alors, on va voir comment on peut s'organiser. Mais ça ne sera pas une réponse juridique, ça, c'est sûr. Donc, ensuite, visibilité. Ah oui, il y avait aussi cette question-là. C'est que souvent, en fait, quand on est spécialiste, on n'a pas nécessairement toute la vision sur les liens entre les différentes autorisations. Et ça, je pense que c'est aussi aux directions d'informer les praticiens. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, l'autre, il ne pourra pas faire ça, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, on peut structurer les CME avec un règlement intérieur et ou une personnalité morale. Donc la façon la plus simple, si on veut une personnalité morale, c'est de faire une association loi de 1901. Donc l'intérêt de ça par rapport à un simple règlement intérieur, c'est qu'on pourra percevoir des fonds via l'association. Et sinon, on peut très bien se contenter d'un règlement intérieur qui va définir les règles qu'on se donne dans le cadre de la CME. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de discuter avec la direction de l'établissement et de constituer une charte de fonctionnement, CME direction d'établissement. Par exemple, moi je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, que quand on recrute des médecins, comme la CME se prononce sur le projet médical, on doit l'informer. Néanmoins, si on l'écrit dans une charte de fonctionnement, c'est plus sûr. Donc on peut aussi se donner des règles comme ça de bonne entente et de bonne gestion, équilibrées, et qui permettent de mieux fonctionner. Après, sur les modalités d'élection, il faut aussi avoir en tête, et je pense que c'est plus efficace comme ça, on a des schémas qui durent 5 ans et on a des horizons qui sont un peu cadrés par le fonctionnement du système de santé, et qu'avoir un président de CME pour une durée de 5 ans qui correspond à la durée du schéma, c'est plus intéressant que d'en avoir un qui va rester là 2 ans ou qui va être à cheval sur 2, enfin voilà. Après, il y a la question aussi des règles de représentativité interne et externe. On peut aussi définir qui on va envoyer, par exemple, en ce moment, dans les groupes de travail sur les révisions de schémas. Parce que là, en ce moment, on construit les nouveaux schémas qui vont être publiés en novembre 2023 ou plus tard. Donc, quel est le médecin qui va représenter la spécialité de l'établissement, dans le groupe de travail? Donc ça, on peut le définir déjà au sein de la CME et ensuite avec l'établissement aussi. Et ensuite, la dernière question, c'est l'insertion dans les dispositifs territoriaux. La position, c'est de dire, en fait, plus notre CME va être structurée, y compris avec des collèges de spécialité. Alors, collège de spécialité, ça dépend de la taille de l'établissement, évidemment. Donc, ça peut regrouper un type de praticien, pas forcément tous spécialistes de la même chose. Mais une fois qu'on a cette structuration, après, on peut constituer des équipes de soins spécialisées, soit plusieurs par spécialité, soit une seule qui correspond à la CME. Et cette équipe de soins spécialisée, elle va pouvoir travailler en lien avec les CPTS, etc. Et l'intérêt de constituer ce type de structure, c'est qu'on va pouvoir aussi aller demander des financements à l'ARS dans un premier temps, peut-être un jour dans le cadre de l'accord conventionnel, c'est en négociation. Voilà. Donc voilà les pistes que je voulais vous présenter. Alors merci pour cette présentation. Toute l'ambiguïté de la situation, c'est que les CME du privé n'ont pour le moment aucune base légale. Donc c'est du bénévolat pur des présidents de CME. Et on voit que l'évolution se fait quand même vers une sollicitation plus importante des CME, et en particulier sur effectivement les schémas régionaux, les autorisations, qui vont être un problème crucial pour l'exercice en privé, et tout ça sans base légale, juridique. Donc je voudrais ouvrir le débat un peu avec les présidents de CME et représentants de CME qui sont ici, représentants des établissements. Les établissements ont besoin des CME pour répondre à ces obligations textuelles,
Mais finalement, la plupart des fonctionnements sont basés sur des relations entre un président de CME et un directeur d'établissement. Alors il y a des situations où cette relation est bonne, est profitable à l'établissement, et il y a des situations où cette relation est mauvaise. Il y a une opposition entre les CME et la direction d'établissement, et là c'est absolument pas productif. Voilà, si vous avez des idées, des propositions quant à l'existence, et je pense aussi au financement.